Alors j'hésitais à le faire, mais je vais quand même faire un espèce de debug entre guillemets de leur vidéo à Villebrequin parce que j'ai trouvé quand même beaucoup d'erreurs et beaucoup d'imprécisions. Donc c'est parti, j'ai passé l'intro évidemment. Vu que t'as qu'à fin. Voilà. On va pas s'en sortir. D'accord, on va pas s'en sortir. En espérant qu'il me strike pas. Juste des points avec un sujet à aborder. Ouais. On peut pas résumer quasiment 100 ans de course automobile en 30 minutes. Donc il va manquer des choses. On va essayer de faire ça afin de vous faire comprendre, peut-être à ceux qui ne connaissent pas bien la F1, vous résumez des choses. Mais c'est une mise en bouche. Comme d'habitude. Bienvenue sur Villebrequin, nous avons fait plein d'épisodes sur plein de disciplines. Le WRC, superbe. Le groupe B, fantastique. Le Pikes Peak, merveilleux. Et la F1, c'est maintenant. L'idée de cet épisode est de vous faire un petit récapitulatif de ce qui a pu se passer en moment fort. Pourquoi la F1 est devenue la compétition reine qu'on connaît et pourquoi la F1 est si connue et si prédominante aujourd'hui. Et l'idée c'est de passer aussi en revue toutes les époques, tous les grands duels qui se sont passés, tous les grands pilotes qui ont exercé dans la profession et pourquoi la F1 est si incroyable que ça. Aujourd'hui, la Formule 1 est une course qu'on considère comme du sprint. C'est des courses qui durent quelques heures seulement, avec des qualifications juste avant. Donc Alors déjà il dit quelques heures seulement. Alors ça dure 1h30, hein. Ça fait pas quelques heures du coup. Ça fait 1h30 quoi. Donc pour les qualifs c'est bon. En plus, on décide de l'ordre de la grille. Donc en fait, la course de Formule 1 n'est pas du tout considérée comme une course d'endurance, voire même est considérée comme l'opposé de la course d'endurance. La Formule 1 est considérée de nos jours comme une course dans laquelle tu donnes le max et tant pis. C'est considéré un peu comme le 100 mètres en fait en course à pied. Sachant que cet état de fait n'a pas toujours été vrai dans les années 50, c'est-à-dire les années de Juan Manuel Fangio, qui a été l'un des plus grands pilotes de F1. Alors c'était pas tout à fait de la F1, mais à l'époque justement, les courses étaient extrêmement longues. C'était justement des courses d'endurance. Ça pouvait durer 24 heures. Alors, non en fait. Les courses de F1, même dans les années 50, ça durait pas 24 heures. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi de dire ça. Mais même dans les années 30, ça n'a jamais duré autant, en fait. Les courses de 24 heures, c'est 24 heures du Mans, et puis basta, en fait. Sur des courses même pas forcément bitumées, et des fois même, c'était même pas un circuit, c'était juste un tracé. C'est-à-dire qu'ils partaient d'un endroit et ils faisaient un tracé jusqu'à arriver à un autre endroit. Donc la définition de la Formule 1 a beaucoup changé en beaucoup d'années quand même, parce que les années 50 c'était il y a un petit moment. À l'époque, les voitures étaient peu performantes par rapport aux voitures aujourd'hui, donc c'est fait que physiquement t'en prenais moins plein la gueule. Mais Fangio gagne en grand champion à 98 km. Non, à l'époque, ça durait peut-être 2h30, 3h les courses, mais pas 24 heures, faut pas déconner. Genre la boîte de vitesse, l'embrayage, genre les pneus comme ça. Il suffit d'aller jeter un oeil sur Stat F1 en plus, et on allait durer des courses en vrai. Bon, écoutez, on va prendre Monaco 1950. Ça durait combien? Ça devait être long? 3h13, ok. Bon, on est loin des 24 heures du coup. On prend une autre, Grand Prix de France. Combien de temps ça durait ça? 2h57, ouais, c'était 3h à peu près. On est loin des 24 heures, hein, les gars, quand même. Hein. En permanence. L'endurance des gens était souvent mieux mise en avant que la performance pure. Et c'est en ça, par exemple, qu'un Juan Manuel Fangio était considéré comme un dieu, parce que le mec pouvait conduire vite pendant 24 heures d'affilée. Pendant longtemps, ouais, c'est ça le plus compliqué. Mais pas... Non, pas pendant 24 heures d'affilée, bon sang. Oh là là, mais ça, c'est une grosse, énorme connerie, quand même. Comment ils ont pu se planter à ce point? C'est chaud. Entre guillemets, ça a changé. Parce que du coup, aujourd'hui, bah oui, l'accent est mis sur la performance pure. Donc les voitures sont devenues giga violentes. Donc effectivement, 24 heures dans une F1, c'est un peu dur. On va peut-être plus s'intéresser à l'histoire. Surtout, ça n'a jamais arrivé en fait. Ça n'est jamais arrivé. C'est vraiment là que ça a commencé à devenir populaire. C'est vraiment là où ça a commencé à devenir dangereux. Alors je sais pas si le lien est fait que plus c'est devenu dangereux, plus c'est cool. Le groupe B nous a prouvé que si. J'accélère un peu plus, hein, évidemment. Pour commencer, ce qu'il faut retenir de la Formule 1, c'est que c'est un sport qui a beaucoup évolué, aussi bien en termes de règlement, que de type de course, que de temps de course, mais surtout que d'innovation. La F1, c'est d'abord des nouveautés qui sont apportées sur les voitures et qui se retrouvent sur les voitures de route. Et la définition moderne de la F1 est une sorte d'antichambre d'innovation qu'on va retrouver peut-être un jour sur les voitures de cinéma. Par exemple, chez Ferrari, qui était une écurie qui a beaucoup roulé en Formule 1. Je sais pas si on vous l'a dit peut-être, mais il est probable que Ferrari soit en Formule 1 depuis le début de sa vie, de la Formule 1. Et ça, c'est vrai, hein, on le dit pas assez. Hein. Ferrari est une marque qui existe à travers la course, c'est-à-dire d'abord une écurie de course qui a fait des voitures de route pour pouvoir financer ses efforts de course. C'est drôle quand c'est en ce sens-là. Ferrari, par exemple, dans les années 2000, a mis au point une boîte automatique sur ses voitures de route, la boîte F1, qui était inspirée d'une technologie de la Formule 1. C'est cool, non? Et ça, on va le revoir dans beaucoup de choses, parce qu'en fait, la F1, c'est vraiment un endroit pour exercer ses savoirs. C'est de l'expérience, c'est des scientifiques fous 2,21 gigawatts qui font des expériences sur des voitures qui roulent et puis on se dit bah tiens on va voir si ça marche. Et par exemple en termes d'expérience qu'on se dit tiens qu'on va voir si ça marche, je vous présente ceci, la Gordon Murray Fan Car, cette voiture, un ventilateur derrière. Voilà. Gordon Murray, ingénieur automobile de génie, qui a mis au point l'une des plus belles bagnoles du monde, c'est-à-dire la McLaren F1. Quand on vous dit que tout est lié. Gordon Murray, il a supervisé une seule voiture dans sa vie, enfin bientôt deux, je vais y revenir, et elle s'appelle la F1. Le mec a été un poil marqué par son expérience en F1 quand même, je crois, à confirmer peut-être. Gordon Murray, ingénieur de génie, travaille dans les années 70 pour une écurie qui s'appelle Brabham, un nom très connu dans le monde du sport automobile. Gordon Murray, qui adore travailler sur l'aérodynamisme, se dit ça serait peut-être marrant de mettre un putain de ventilateur géant derrière ma voiture. Et il l'a fait, voilà.
Ne me demandez pas comment ça marche, parce que j'en sais rien. Mais il s'avère que quand tu colles un putain de ventilateur à l'arrière de ta Formule 1, et que si tu inclines les pales d'une certaine façon, et que tu l'actives à certains moments, et bah ça fait mieux tenir la voiture au sol. Comme on peut le constater, ça a été gardé, hein. Et ça a été gardé une course. En vrai, c'est que ça a été interdit. Quand cette voiture a couru pour la première fois, déjà quand ils sont arrivés en qualif. Alors c'est ça qui est génial dans la Formule 1. C'est très secret ce qui se passe autour de la mise au point des Formule 1. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils disent rien, y a pas une photo, y a rien. Et ils ont gardé la Brabham BT46 sous bâche jusqu'au moment des qualifs. Et à un moment, ils s'assoient dans la voiture, ils enlèvent la bâche. Tous les autres, ils voient avec des yeux comme ça. Qu'il y a un ventilo. Mais alors le ventilo, il est comme ça le ventilo. Et les autres, ils ont dû faire. Au qualif, hein, tout le monde rigole. Sauf que Gordon Murray, il est pas mauvais. Cette voiture a été engagée pour un Grand Prix en 78. Avec à son volant Niki Lauda, excellent pilote. De base, lui tout seul, il avait déjà de quoi gagner. Ils lui ont mis le ventilateur, première qualif, il met 2 secondes à tout. Ça paraît fou, mais ça marche vraiment. Les autres écuries, ils sont comme ça, ils sont écarquillés, ils ont le cul ouvert, ils se disent mais Alors ça, j'ai pas vérifié, mais bon, je pense que c'est vrai du coup. c'est pas possible, le mec il y a collé un ventilateur derrière sa Formule 1, il nous met 2 secondes. Confirmé, Niki Lauda gagne la course dans une insolence folle avec un tour d'avance. Le truc c'est que c'est tellement obvious et tellement supérieur par rapport aux autres que ça a été interdit. Pas tellement de temps aux autres pour y foutre un ventilateur. Et que surtout tu peux pas lutter autrement qu'en foutant un ventilateur. C'est-à-dire que l'innovation d'une personne va dicter l'intégralité du Grand Prix. Ça malheureusement pour l'organisation ça passait pas et donc bah, ça a été interdit. Des trucs interdits parce que c'était trop bien, il y en a eu plein. Bah en fait c'est l'histoire de la F1 ça vraiment. Des ingénieurs incroyables qui sortent des solutions incroyables et qui en fait se font enculer par la FIA parce qu'ils disent ouais mais du coup les autres ils pourront pas faire pareil donc vous allez toujours gagner, ce sera chiant. Bah ça on en avait beaucoup parlé, où du coup l'idée c'était de trouver des innovations qui correspondent au règlement, mais dans une interprétation très personnelle. Le ventilateur, c'était pas marqué que c'était autorisé, mais c'était pas marqué que c'était interdit. Pour résumer rapidement les innovations, la Formule 1 est effectivement une grande course au règlement. C'est-à-dire qu'il y a un règlement, et l'idée... Regardez la gueule de leur règlement là. Alors le monteur, il aurait pu chercher un autre règlement. Règlement FIA-F1RS. Donc j'imagine que c'est un championnat en ligne de F1 2020 ou 2021. Parce que c'est marqué de saison 2020-2021. Donc c'est évidemment pas le règlement de la F1. Je sais bien que c'est qu'une illustration, mais bon quand même, le monteur aurait pu faire un effort et coller un règlement réel de la FIA quoi. C'est pas très sérieux je trouve. Bon on continue. n'est pas de savoir ce qui est autorisé dans le règlement, l'idée c'est de savoir ce qui n'est pas interdit dans le règlement, de l'interpréter de façon plutôt personnelle, de mettre en place l'innovation et de se dire ça passe. Mais en vrai je me mets à la place de la FIA, ça doit être fatigant. T'as des enfants, tu leur donnes le Monopoly, tu leur donnes les règles et systématiquement ils disent ouais, mais ça tu l'as pas dit, je peux peut-être le faire. Si tu fais 8, je gagne 2 millions. On a qu'un dé. Ah mais moi j'ai ramené une dizaine de dés. Moi j'ai dit C'est moi pas j'ai fait parfait. 400, j'ai fait 3 fois le tour du truc, mon pote, tu passais 12 fois par la case départ. Avec 8 dés. Et alors Il a pas dit lancer les 2 dés. Moi je prends les 12 monsieur. À la nuance que bah là du coup ils peuvent pas s'amuser à faire des voitures de course et les routifier pour ce genre de règlement etc. Parce que là il est fin du coup. Très bon point. Pour l'anecdote de Gordon Murray avec son ventilateur, ce système de ventilateur, pour l'anecdote, on le retrouve sur la nouvelle voiture de Gordon Murray, puisque dernièrement, Gordon Murray a lancé sa propre voiture, qui est son évolution personnelle de la McLaren F1, la Gordon Murray T50. Donc Gordon Murray a refait une McLaren F1. En vrai elle est très jolie. Elle est vraiment cool. Il y aura quoi 100 ou 125 celui quoi d'exemplaires. Il y a pas assez. Pas beaucoup ouais. Bah putain, de toute façon, je suis en train de me dire dommage, j'en aurais bien pris une. Connard. On sera plusieurs millions qui sera inachetable parce qu'elle va être folle, mais pour vous dire à peu près comment le bonhomme il aime la bagnole, hein, V12 Atmo, boîte méca, un travail sur le châssis et surtout on retrouve quoi à l'arrière? Le ventilateur, parce que c'est Gordon. Et je crois qu'elle fait moins de 900 kilos. Et ça prend 11 000 tours. je crois. 11 500 tours ouais, Il est c'est trop nique ta fort. mère. Il est trop fort. En termes d'innovation un petit peu à la con, vous êtes pas sans savoir que les pneus, c'est ce qui te fait tenir la route. Et bah y a quelqu'un qui s'est dit viens, plutôt qu'avoir 4 roues, mais 6 roues, parce que ça fait encore plus de contact au sol, donc je tiens mieux la route. Ça paraît con, mais ça marche, me demandez pas comment. Même si c'est giga plus lourd, giga mal centré, et bah ça tient mieux la route, parce que t'as plus de contact au sol. Et donc voici la Tyrrell P34, Formule 1 à 6 roues. Ça a vraiment existé, ça a vraiment couru. La Tyrrell, je dirais la Tyrrell, mais bon, après, la prononciation, ça varie d'une personne à une autre. Interdit très vite derrière. Alors, je vous le fais très simple, hein. Oui, t'as plus de surface au sol, donc oui, ça tient mieux la route, mais vu que c'est super mal centré, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 200 kg de roues à l'avant et rien derrière. Et en fait, le truc, bah, c'est un peu un camion par rapport aux autres. Donc ce que tu gagnes en grip, en fait tu le perds sur ton inertie et du coup c'était chiant. Ça faisait surchauffer les freins, ça demandait plus au moteur donc ils allaient moins vite donc au final, moyen. Ça n'a pas été interdit tout de suite parce que c'était pas si performant. Donc du coup ça rajoutait du spectacle, ils disaient c'est incroyable les voitures à 6 roues et ils essayaient de le mettre au point. Donc c'était chouette. Et ça a été vite interdit quand c'est devenu cool parce qu'avec l'écurie Williams qui s'est pointé, Williams a mis les 4 roues à l'arrière avec un trick. Alors incroyable, la Williams était une 4 roues motrices. Ah ouais parce que quand tu les mets à l'arrière, tu peux les connecter au moteur. Cette Williams a été la première 4 roues motrices dans l'histoire de la F1 et a été la dernière. Oui, à un moment il y a un règlement, c'est pour que ça serve à quelque chose, hein. C'est encore le coup des dés de Monopoly. Hein. Toujours pareil. Alors la Williams avait comme problème d'être plus lourde et ne profitait pas du gain de tenue de route de la Tyrrell puisque les pneus n'étaient pas à l'avant. Par contre, il y avait un gros avantage, c'est que à chaque virage, le mec dedans était pied grand gaz. Et avec 4 roues plus 4 roues motrices, le mec était pied dedans tout le temps. Et donc bah c'était un peu triché et donc bah interdit. Mais c'est là où on reconnecte avec le fait que du coup c'est un putain de laboratoire qui pourrait être incroyable parce que imagine, ça avait été révolutionnaire les 6 roues. Et bah peut-être qu'à l'heure actuelle sur route, on se retrouvait avec des caisses à 6 roues. Ouais. Typiquement en innovation qui n'avait aucun sens sur route et qui s'est retrouvée quand même, la fameuse boîte F1 de chez Ferrari. La boîte F1, une grande innovation alors qui pour le coup est restée valable en Formule 1 et puis même obligatoire. Je pense plus que tu puisses mettre de boîte manuelle. Non. Parce que moi je m'improviserais bien ingénieur de Formule 1 vraiment. Tu vas perdre 800 secondes Ouais. au tour. Mais quel style. Alors oui, bah la boîte manuelle ça existait en Formule 1 hein. Pour l'anecdote, la boîte manuelle pendant très longtemps était ici. Donc ils avaient le manche, ils avaient 2 manches.
Yes. T'as compris ou pas? Parce que la bite, j'avais vraiment saisi. là. Deux manches. Et deux manches. La queue. Et oui, avant les années 80, les Formule 1 étaient manuels, puis ils avaient 3 pédales et un levier de vitesse entre les jambes qui était super dangereux. Parce qu'en cas de crash, voilà. Et le problème, c'est que déjà en termes de gestion, c'est l'horreur. Ça fait tellement à gérer une boîte manuelle. Plus pas la boîte manuelle de ta Polo, hein. C'est une boîte manuelle de F1. La boîte est dure, la pédale est dure, c'est l'horreur. Si tu fais pas du talon pointe en rétrogradant, tu casses la boîte. Si tu te trompes sur un rapport, tu casses la boîte. Et en plus, tu perds du temps. L'enfer. L'idée ça aurait été d'avoir les avantages d'une boîte automatique, mais les boîtes automatiques de l'époque n'étaient pas bonnes. Donc incroyable innovation des années 80, la boîte semi-automatique, c'était juste une boîte manuelle commandée par un robot. C'est-à-dire que le robot il fait ton truc, qui est littéralement une boîte automatique pilotée qu'on a retrouvée sur des voitures modernes. Bah oui, chez Ferrari les boîtes F1, c'était exactement cette technologie-là, des boîtes manuelles pilotées par un robot. Et cette innovation, typiquement, on l'a retrouvée dans le monde de l'automobile. C'est beau. Le diffuseur, vous avez forcément vu ces machins là. Le diffuseur à l'arrière, typiquement, c'est une innovation de Formule 1 pour générer de l'effet de sol. Donc il y a plein de trucs qu'on retrouve en Formule 1. Il y a plein de trucs qu'on trouvera jamais. Tout à l'heure, on disait que souvent ils interdisent en termes de règlement parce que t'es tout de suite très vite trop performant par rapport aux autres. Et l'idée c'est qu'on reste tous un peu égaux. Et l'idée c'est pas non plus qu'une innovation technique dicte ce qu'il faut faire. Par exemple, si c'est trop supérieur, Gordon Murray avec son ventilateur, bah, ça veut dire que tu peux pas lutter si t'as pas de ventilo. Du coup, c'est nul, c'est pas une lutte à armes égales. Tu dois avoir un ventilo et après tu te rebats à armes égales. Donc vaut mieux niveler par le bas le mec qui allait trop loin que laisser les autres se niveler par le haut et le rejoindre. Parce que du coup, ça devient le Grand Prix Gordon Murray. Puis encore une fois, l'idée c'est attention, faut vendre des places, faut quand même que les gens regardent. Il y a quand même une logique commerciale derrière. Et du coup, si personne regarde, etc., c'est un peu de la merde. Parce que si le mec il gagne toujours, il y a un moment tu vas arrêter de regarder. Hein, parce qu'il y a plus de suspense, c'est un peu chiant. Tu connais la fin du film, donc tu vas le remettre une fois ou deux, et puis après ce sera fini. Des trucs nivelés par le bas parce que c'était trop performant. Dans les années 2000, chez Renault, Renault a l'idée de faire un nez lesté, c'est-à-dire que le nez de la Formule 1 était lesté avec du poids. Alors tu te dis, mais c'est complètement con, je vais pas rajouter du poids dans ma Formule 1 parce que c'est moins performant. Sauf que c'était un espèce de poids sur Le mass dumper. ressort qui du coup n'était réellement sensible qu'au freinage. Et donc l'idée c'est que ça appuyait la voiture sur les freinages et ça permettait à la voiture de passer bien plus fort en course. Sauf que vu que c'était à l'intérieur du nez, ils arrivaient pas à savoir réellement ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les autres arrivaient pas à copier. Donc ils ont préféré le supprimer. Il y a eu bon ça c'est assez anecdotique mais c'est très drôle, les X-Wing. Il y a eu un moment des espèces de trucs qui les faisaient ressembler aux X-Wing de Star Wars pour générer de l'appui parce que le règlement voulait absolument faire perdre de l'appui aux voitures pour qu'il y ait plus de dépassement et plus de vitesse de pointe. Et donc ils avaient inventé ça, c'est-à-dire que dans le règlement typiquement il y avait juste une erreur, un oubli qui disait que tu peux pas mettre de trucs aérodynamiques sur ta voiture. Mais si c'est au bout d'un grand mât que à cet endroit-là j'avais le droit de mettre un truc, ça marche. C'est incroyable. Beau foutage de gueule, on dirait moi en CM2. Exactement. Je vous donne encore 2-3 trucs qui ont été interdits. On vous parlera un jour de l'ESP, vous savez, le système électronique qui fait en sorte que la voiture ne glisse plus. Elle tient pas mieux la route, mais elle évite de partir en dérive incontrôlable. Et cette dérive incontrôlable est maîtrisée puisque la voiture peut agir seule sur, par exemple, un seul frein à l'arrière, ce que tu ne peux pas faire à la pédale. C'est-à-dire que l'ESP agit plus que toi. McLaren, ils ont pris ça au pied de la lettre dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement mis une deuxième pédale de frein. Et quand ils arrivaient trop fort, ils arrivaient à maîtriser leur glisse avec juste la pédale de frein arrière pour passer plus vite. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient ESP eux-mêmes. Alors, d'un côté, c'est incroyable. De l'autre, le problème, c'est que c'était un peu supérieur aux autres. L'autre, c'est que le règlement certes a beaucoup interdit de choses pour niveler la performance de tout le monde et pour éviter qu'il y ait des gens qui se distinguent trop. Autant là, ça a été un peu interdit dans le sens où c'était un peu dangereux. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que les mecs, ils avaient toute la course, le pied comme ça sur la pédale de frein arrière. Du coup, les mecs rentraient 600 fois trop fort dans les virages. Parce qu'ils disaient c'est pas grave, je peux l'asseoir à la fin. Sauf que les mecs s'emballaient un petit peu trop quand même. Du coup, ça a été un peu apaisé par le règlement. Toujours pareil, hein. Pour terminer sur les innovations dangereuses, dernièrement, alors on a eu un truc qui s'appelait le F-duct. Vous savez qu'en Formule 1, l'idée c'est d'aller vite en virage et d'aller vite en ligne droite. Dans les années 2000, le règlement avait dit que tu faisais ce que tu veux à peu près sur l'aérodynamisme, tant que tu ne pouvais pas avoir de système électrique qui gérait ça. Qu'à tienne, ils ont fait un truc purement physique, c'est-à-dire que dans le cockpit, il y avait un trou. Ils ont découvert ça sur les caméras embarquées. Parce qu'ils se rendaient compte, c'était Jenson Button qui conduit. Et quand il veut gagner du temps dans la ligne droite, il fait. Alors ça, c'est pas Jenson Button, il me semble. Hein. Ça ressemble plus à une C'est-à-dire qu'il lâche le Sauber. volant, il vient boucher un trou avec sa main. Et là, d'un coup, ça fait. Parce qu'en fait, avec ça, ils avaient créé un effet de fond plat, c'est-à-dire un effet au sol sous la voiture, qui générait beaucoup d'appui, donc c'est-à-dire qu'il plaquait la voiture au sol, mais qui te fait perdre de la vitesse en ligne droite. Et en bouchant ce trou, ça annulait l'effet de sol, c'est-à-dire qu'en ligne droite, il allait vachement plus vite. Littéralement, t'avais des gars qui prenaient 3,20, 3,30, 3,40 avec une main sur le volant. Non mais c'est des génies. Pour l'anecdote, ils l'ont interdit à la main, c'est-à-dire qu'ils ont dit attention, tu peux pas faire de trucs que tu actionnes à la main, faut avoir les deux mains. Ils l'ont fait avec le genou. Mais c'est même pas une vanne. J'ai les deux mains sur le volant. Kylian, tu arrêtes maintenant, t'es fatigant. Il y a eu énormément de pilotes exceptionnels en Formule. On va pas passer sur tout le monde, il va en manquer plein. Niki Lauda, j'ai pas prévu de passer du temps dessus. On va passer actuellement du temps sur deux pilotes incroyables qui nous ont donné peut-être le meilleur duel de l'histoire de la Formule 1. Voici ces deux personnes. Ayrton Senna, vous en avez forcément entendu parler, et Alain Prost, la France. Alain Prost, c'est en termes de victoire le 4e meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Notre histoire, elle commence à la fin des années 80. On est déjà à une époque où Alain Prost domine le Grand Prix. Alors c'est simple, Alain Prost, alors il a un surnom qui apparemment il n'aime pas. On l'appelle le professeur. Parce que Alain Prost, pilote français, a vite compris que être très bon en qualif, c'est super chouette. Mais il faut gagner la course. La course, ça dure plus longtemps que les qualifs. C'est-à-dire qu'Alain Prost, c'était le genre de mec à faire des réglages pas bons en qualif. C'est-à-dire qu'il arrivait en qualif avec une voiture pas optimisée. En plus que ça dure plus longtemps que les qualifs, c'est surtout en course qu'on marque les points en fait. C'est surtout ça qu'il faut dire, monsieur Sylvain Lévy. Pour les qualifs. Donc il était pas forcément extrêmement bon dans les qualifs. Il avait pas un style de conduite très agressif. Par contre, il pensait long terme. C'est-à-dire que c'est le genre de gars, j'ai l'impression que c'est français comme un péter. Il arrive en disant putain, ce matin, je suis pas bien, j'ai pas dormi, puis je suis pas rebouillé, le pain au chocolat là, il m'a mis pas bien, tu vois. C'est français. Il arrive comme ça, les réglages, je les sens pas. Ils sont pas bons. Bah t'as bien vu hier en pôle 1, j'ai fait 3ème, pas terrible. Puis ma voiture, elle marche pas. Sauf qu'à la Prost, typiquement en course, le bonhomme fait des réglages pour la course. Il y a des gens qui arrivent à le rattraper derrière. Ils disaient putain, je vais battre Prost, c'est cool quoi, parce qu'il était déjà champion du monde de F81. Et en fait, Prost, il voyait quelqu'un dans son rétro, il disait bon allez, j'ai assez économisé mes pneus, maintenant j'y vais. Ça c'était Alain Prost, c'est-à-dire qu'il était dans le calcul. Et Alain Prost, il voyait la course comme un grand moment d'endurance où il fallait tenir jusqu'au bout. Donc économiser ses freins, économiser ses pneus, ne pas secouer la voiture. Et ce qui fait qu'Alain Prost a été l'un des pilotes les plus réguliers et qui a le plus fini de course de l'histoire de la Formule 1. Parce que le mec, il était Bon, petite technique, elle marchait plutôt pas mal. ah ouais, une bonne technique d'être bon. Alain Prost, excellent pilote dans les années 80, va voir son rival, son antagoniste, c'est Pokémon, son rival Agis. Et son rival de toujours sera Ayrton Senna.
pilote brésilien, qui lui est totalement l'opposé de Prost. C'est-à-dire que lui, Ayrton Senna, qu'on appellera Magic Senna par la suite, petite anecdote, je vous le donne, à la fin des années 80, Ayrton Senna, il y a les commissaires de course qui sont en permanence sur sa putain de bagnole. C'est-à-dire qu'à chaque début, à chaque fin de course, les commissaires, ils analysent sa bagnole dans tous les sens. Mais genre, c'est vraiment dirigé contre lui. Parce qu'ils se demandent comment il fait pour être si performant. Ils vont chercher sur sa bagnole toute trace de triche parce que pour les commissaires, c'est évident, il triche. C'est pas possible d'être si bon. Et ça sera très drôle puisqu'il y a son ingénieur, monsieur Ducarouge, un français, qui dira au commissaire de course s'il y a un seul truc à pénaliser sur cette voiture, c'est le pilote. Parce que Alors là, regardez aussi, c'était... Je l'avais pas remarqué au début, mais en fait, si. C'est Bruno Senna. C'est son neveu qu'on voit là, c'est pas Ayrton. Du coup, il pose à côté d'une voiture d'Ayrton, certes, mais c'est Bruno Senna. C'est pas Ayrton là qu'on voit. Donc encore une fois, le monteur a mal fait les choses. c'est la seule chose Je pense qu'il y connaît rien en F1, en fait, le monteur de Villebrequin. de magique à l'intérieur. Depuis cette petite punchline, ils l'appelleront Magic Senna. Ayrton Senna, littéralement pilote providentiel. Le mec a fait des choses incroyables dans sa vie en termes de performance. En termes de victoire, 5e meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, 3 fois champion du monde, 6 victoires à Monaco. Et Ayrton Senna, du coup, devient réellement l'opposé d'Alain Prost. Alain Prost, lui, il est pas forcément bon en qualif, mais il va vraiment gérer sa voiture, gérer son usure et gérer sa course. Et c'est comme ça qu'il est super bon. Ayrton Senna, l'inverse, un tueur en qualif et un tueur en course. C'est-à-dire que le mec, il met des pilules, c'est-à-dire il bombarde, quitte à péter la bagnole, voire même volontairement. On va le voir après. Résultat, deux styles totalement différents qui vont se retrouver à devenir les deux plus grands rivaux. En 88, l'écurie d'Alain Prost, qui est déjà installée depuis longtemps parce qu'il a déjà gagné le champion du monde. Il se dit, tiens, ça serait pas mal d'avoir l'étoile montante de la Formule 1 dans mon écurie. Imagine l'écurie incroyable. Il y en a un qui est trop bon et qui calcule, qui est pro, et il y en a un qui est trop bon et qui est juste un extraterrestre mais qui casse tout. Je vais essayer de vous le résumer assez rapide. Alors, le résumé est un peu abusé, je trouve. Moi, je suis pas fan de Senna particulièrement, mais on peut pas dire que Senna cassait tout non plus, quoi. C'est un peu réducteur, je trouve. Le mec est un génie, mais le mec a 6 ans. Mais de toute façon, ils vont passer leur temps à casser du Senna hein, dans la vidéo. Hein. Voilà. Ayrton Senna, en 88, rejoint la même écurie qu'Alain Prost, et l'année 89, alors, d'une certaine façon, va devenir la meilleure année en termes de rivalité et en termes de bagarre, et va devenir la pire année en termes d'ambiance. C'est l'année qui a connu le plus de podiums avec des gens qui se tirent la gueule dessus. Ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Alain Prost et Ayrton Senna ne se parlaient même plus. En gros, chaque Grand Prix est une grosse bagarre entre Prost et Senna, et surtout, chaque Grand Prix est une bagarre exceptionnelle. La bagarre. Ils se détestaient foncièrement, et chacun a sa version de l'histoire. Et il commence à y avoir des dissensions. La première dissension vient qu'Ayrton Senna adore gagner, ça on le sait. Le problème c'est qu'il a 6 ans d'âge mental, et donc que lui, l'idée c'est de gagner quoi qu'il en coûte. Peu importe 6 ans d'âge mental, allez bim, Senna, prends ça dans ta gueule. Oh la violence quoi. comment qu'il gagne, il gagne. Il veut gagner quoi qu'il en coûte quoi. Et Ayrton Senna s'est pris une haine viscérale envers Alain Prost, c'est-à-dire que l'idée, il s'en foutait de gagner par rapport aux autres. Il fallait juste miner Prost. Et Alain Prost ira même jusqu'à déclarer à la presse qu'il est persuadé qu'Ayrton Senna veut détruire Alain Prost, mais pas le détruire sur la piste, le détruire moralement. C'est-à-dire faire courir des rumeurs au sein de son écurie comme quoi Ayrton Senna serait favorisé par son écurie pour avoir un meilleur moteur, pour avoir un meilleur châssis, et qu'en gros, c'est le préféré de l'écurie. Et même que toi, il t'aime pas. Alors pour le coup, ça sera confirmé, c'était vrai. Il s'avère que oui, Alain Prost, au bout d'un moment en 89, sera désavantagé par rapport à Senna, alors qu'on avait garanti à Prost qu'il aurait la même voiture tout aussi performante. Wallah, tu mens, frère. Le chien de la casse. Ils lui ont menti. En fait, c'était des chiens, il avait une moins bonne voiture. Donc Alain Prost, il va tirer la gueule. Et de l'autre côté, Ayrton Senna dit que si l'ambiance est pourrie, c'est à cause d'Alain Prost. Et ce qui est un peu vrai parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire, il a la rancœur un poil tenace. C'est-à-dire qu'il est capable de tirer la gueule pendant 35 ans. L'écurie McLaren Honda était tellement au-dessus avec Prost et Senna que la question était pas de savoir s'ils allaient gagner, la question était de savoir qui allait arriver premier et deuxième. Point. Et ces cons-là, ils se détestaient tellement, ils voulaient tellement gagner, qu'ils allaient jusqu'à se percuter et abandonner les deux voitures. Oh, c'est con ça! C'est-à-dire que personne gagnait. Et autant vous dire que le directeur d'écurie Ron Dennis, j'ai mis beaucoup d'argent dans cette Formule 1. Ce que vous conduisez là, ça vaut plusieurs millions. Vous arrêtez de péter des trucs, ok? Parce que vraiment ça m'énerve. À mon avis, ça crie un peu plus. Alors il paraît que Ron Dennis du coup est pas trop d'autorité. On aurait pu gagner, on aurait pu faire un doublé. Comme toutes les courses de la saison, mais à chaque fois qu'il n'y a pas de doublé, c'est parce que vous faites les cons, merde! Merde! Et donc en 89, à San Marin en Italie, très intéressant, Ron Dennis leur dit les enfants, je sais que vous allez vous taper dessus à cette course, donc je mets en place un pacte de non-agression. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est devant, il reste devant, s'il y en a un qui est derrière, il reste derrière. Vous assurez la victoire pour l'écurie, ok? Il y a un accident dans la course. Et il y a un deuxième départ dans la course. Prost est devant, Senna est derrière. Senna dépasse Prost au premier virage. Un enfant. Quand je vous dis un enfant, Senna il dit ah mais j'avais pas compris parce que je pensais que le pacte de non-agression c'était pour la première course, mais comme il y a eu un deuxième départ, c'était plus la même course. Pauvre con. 4 ans d'âge mental. Il y a une discussion avec 4 ans d'âge mental, allez bim, encore un taquet à Senna. le directeur d'écurie, Ron Dennis, Alain Prost, Ayrton Senna. Il s'explique et on aura la teneur de cette conversation un peu plus tard. Ayrton Senna ira jusqu'à pleurer en disant qu'il est pas bien dans sa vie et que cette maladie de devoir gagner, de devoir buter Prost, et même lui il en souffre parce que l'ambiance elle est pourrie et que dans l'écurie ça se passe pas bien. C'est cool. Jusque là, toi c'est adulte. Et il se serre la main et ça termine comme ça. Jusqu'au moment où Alain Prost 2 semaines après il caffe dans les médias ce qui s'est passé et qu'il a pleuré. Et en disant oui, on a eu une discussion avec Ayrton Senna et Ayrton Senna il a pleuré. C'est un bébé. Bébé cadom. Et forcément Ayrton Senna, il a déclaré une phrase, je l'ai plus Deux points, exactement. ouvrez les guillemets, va te faire enculer, Prost. C'était ça. Aujourd'hui, je ne ferai que tolérer Prost. Et en disant ouvertement en 89, je n'adresserai plus jamais la parole à Prost. Je vous rappelle qu'Ayrton Senna et Prost partagent la même écurie. Prost et Senna vraiment sont au coude à coude au classement. C'est-à-dire vraiment ça se joue au point. Et incroyable retournement de situation. Le Grand Prix et le titre se jouera sur l'un des derniers Grands Prix, c'est-à-dire au Japon. Grand Prix extrêmement attendu puisque la voiture est motorisée par Honda, c'est-à-dire des Japonais. Mais Prost est mieux pressenti que Senna. Donc Senna il va falloir vraiment qu'il sorte les doigts du cul pour aller chercher Prost. Sauf que dans la course il n'y arrive pas. Prost est vraiment implacable, c'est un circuit qu'il adore. Encore une fois Prost en tant que bon metteur au point, la voiture est extrêmement bien réglée. Et résultat, Prost est en train de gagner la course. Et donc le titre.
Sauf que Senna, il n'a pas décidé que ça se passait comme ça. La Suzuka, il y a une énorme ligne droite qui se prend très fort, avec une chicane de l'enfer. Senna, il arrive sur cette chicane qui se prend littéralement en deuxième autour de 80-90. Hein. Senna ne freine pas. Senna arrive si fort qu'il accroche Prost. Alors, José, alors qu'il y a moins d'essence à bord. Oui, mais les pneus sont plus. Oui, ils sont petits de passage. De vrai, ça y est. Ah, ils sont pas de passage. Voilà. C'est prévisible. Putain, les hurlements derrière. C'est prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà. À repartir. Il faudrait qu'on le pousse, mais il va repartir. Il faut qu'il l'emmène. Voilà. Il repart, mais en court-circuitant la chicane, c'est de quoi. Bon, on va lui mettre le drapeau noir là, alors. Et du coup, Senna est disqualifié. Et pour vous dire la mauvaise foi du bonhomme, il ira quand même dire en conférence de presse, effectivement, on voit bien que l'organisation est contre moi et avec à la Prost, et que je suis défavorisé, et le monde se ligue contre moi. Il ira... Et effectivement, disqualification d'Ayrton Senna qui avait quand même du coup... Ils l'ont disqualifié quand même pour chicane court-circuité, quoi. Oh la vache, ils l'ont même pas disqualifié pour l'accrochage avec Prost. Bon, évidemment, Prost a abandonné dans l'accrochage. Le nombre d'abandons qu'il y avait à l'époque, quand même. Oh. Monstrueux, quoi. Que le responsable de la Formule 1 à cette époque-là, Jean-Marie Balestre, qui était aussi le responsable du groupe B, comme il était français, il favorisait un pilote français. Donc Ayrton Senna est disqualifié à la fin 89, Alain Prost remporte le prix. Ayrton Senna considéra toujours que Alors, là il a dit Senna est disqualifié à la fin de 89. Clairement, c'est faux. Il est pas disqualifié. Hein. Senna, il fait un deuxième de 89 à 16 longueurs de Prost, mais il est pas disqualifié de la saison. Hein. Là, il confond avec Schumacher, je crois, hein, en 97. Hein. Bon, continuons. une injustice, hein, je vous rappelle qu'il a coupé une chicane sans freiner. Déjà qu'il s'aimait pas du tout. Là c'est finito. On reste sur une énorme déception à la fin 89 de la part de Senna. Hein. 1990, même Grand Prix. C'est cette fois-ci Ayrton Senna qui est en avance. Ayrton Senna a plus de points que Prost, mais ça peut encore se jouer. Et cette fois-ci Ayrton Senna signe la pole. Sauf qu'à Suzuka il y a une particularité, c'est que quand tu signes la pole, tu pars du côté sale de la piste. Ligne droite. Et donc quand tu démarres, tu patines et tu perds du temps. Ce qui arrive souvent du coup à Suzuka, c'est que le deuxième arrive au virage en premier que le premier. Alors me demandez pas pourquoi, oui, c'est mal foutu. Ça fait des années que c'est comme ça. Et ben Ayrton Senna, comme il est en pole, et ben il va voir la direction en leur disant oui, excusez-moi, mais je trouve que je suis quand même défavorisé alors que j'ai fait la pole et que je suis un meilleur pilote et j'aimerais bien partir du côté propre. La direction lui dit d'aller se faire enculer cordialement. Le départ commence. Senna premier sur le côté sale, Prost deuxième sur le côté propre. Excellent démarrage de Prost qui passe premier au premier virage, et effectivement. Et le départ a été donné immédiatement. Qui a pris le meilleur? C'est Prost devant Senna. Sauf que je vous rappelle qu'Ayrton Senna a plus de points au classement. Et donc Ayrton Senna joue une carte que là personne n'aurait pensé qu'il a joué, mais c'est peut-être la seule fois de sa vie où il a réfléchi. Si Alain Prost abandonne, quoi qu'il arrive, il gagne le titre. Et qu'est-ce qui se passe? Premier virage. Ça c'est extrêmement important. Senna va quand même déboîter. Attention, c'est l'accrochage des deux pilotes. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Si la course est interrompue, eh bien on donnera un autre départ. Si la course n'est pas interrompue, Senna est champion du monde dès cet instant. Une stratégie, alors apparemment il a dit plus tard qu'il a décidé tout seul dans le baquet sur la ligne de départ quand le feu passe au vert en disant si je suis deuxième au premier virage, je l'encule. Eh bien, je m'étais promis qu'après le départ, si à l'entrée du premier virage, Alain Prost était devant moi, eh bien, rien ne se passerait. La course n'irait pas plus loin. Mais tu sais, ça marche quand c'est des défis d'enfant, c'est quand t'as les petites dalles et tu dis. Ouais, alors là, du coup, ils auraient pu disqualifier Senna de la saison. Parce que là, c'est vraiment abusé. Par contre, il a craché. En plus, il avoue qu'il a fait exprès de le cracher. Donc, clairement, là, ça méritait une DQ pour Senna. Une DQ de la saison. Bon, il aurait disqualifié de la course, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, il a abandonné. Ça n'aurait rien changé pour Prost non plus. Donc, la FIA, là, ils auraient dû le disqualifier de la saison, je pense. Comme finalement, ils ont fait avec Michael Schumacher en 97. Hein. Alors que Schumacher en 97, c'était quand même moins violent que ça, hein, à Jerez. Bref, on continue. De Floris là-bas et tu t'amuses à sauter sur des petits trucs et c'est rigolo. Là, quand tu vas t'enculer dans un mec, il y a des voitures qui valent des millions et potentiellement tu joues ta vie et celui du mec en face et ton écurie. Et... Oui. Et bah Ayrton Senna, volontairement, percute Prost au premier virage, abandon des deux. Abandon des deux. Et donc en 90, Senna gagne le prix de champion du monde le plus pourri de l'histoire de la Formule 1. Parce que gagner là-dessus, je préfère pas gagner. Ouais, non, vraiment. C'est nul. Puis la merde. Bah c'est naze hein. Et Ron Dennis, donc du coup le directeur d'écurie, ira jusqu'à dire que C'est pas la fou, seule fois Senna. où il était réellement déçu. Et Oh là là, Ron Dennis, comment il l'a écrit, le c'est monteur. nul. Puis la merde. Bah c'est naze hein. Et Ron Dennis, Il a mis qu'un N. Oh là là, putain. Ça pique les yeux quand même. Hein. Oh là le là. directeur d'écurie, ira jusqu'à dire que c'est la seule fois où il a été réellement déçu. Et en conférence de presse, il lui pose la question sur l'accident. L'accident, ce sont des choses qui arrivent. Nous voulions tous les deux l'emporter, donc nous avons pris des risques. Alain a tout simplement commis une erreur tellement prévisible et grossière venant d'un pilote d'une telle expérience, ayant tant de connaissances. Dans ce contexte, le crash était inévitable. Ce type se plaint constamment. Et déjà du temps où nous étions coéquipiers, il parlait sur moi et Honda, il parlait sur l'équipe, qui lui a permis d'être 3 fois champion du monde. Ensuite, il va chez Ferrari et se faire partie. Mais j'ai l'habitude, toute cette controverse se fait autour d'un seul homme. Par ailleurs, un titre mondial se construit sur l'ensemble d'une saison et non pas sur une course. De toute façon, cet accrochage a remis les choses en place par rapport à la justice de l'année dernière. Je le déteste. Non, globalement, c'est un petit peu. Mais la F1, c'est globalement ça. Hein. Beaucoup de mauvaise foi. Ah ouais, là c'est. Voilà, c'est énormément de mauvaise foi quand même. Ça passerait plus de nos jours. Imaginez, il y aurait eu les réseaux sociaux à l'époque. Il se serait pris un torrent de haine pro Senna. Ça aurait été violent. Par les fans brésiliens, évidemment, mais... ouais, ça aurait été chaud quand même. Riche, enfin voilà, du bonheur quoi. Hein. C'est extrêmement salé comment je le présente parce que j'ai mis le ton qui va bien donc c'est un peu orienté. Je vous rassure, ça c'est les mauvais côtés du début de la carrière d'Ayrton Senna. Ayrton Senna par la suite s'est rattrapé, a fait des choses formidables. Du coup, voilà. Ah, ok, donc ça finit par du coup voilà.
Super. On aura ce sommet en 90 où vraiment les deux considèrent qu'il y a vraiment rien à faire de l'un et l'autre. Et surtout, un bon côté, c'est que Senna se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin, que Senna a un peu joué sa vie et celle de Prost sur une gaminerie. L'année 91 sera marquée par un renouveau un peu de Senna et par un poste toujours plus motivé chez Ferrari. Alors, ça va pas durer longtemps. L'année 91, plein d'anecdotes, je vous les fais rapidement. Ayrton Senna, quand je vous disais que c'était un extraterrestre de temps en temps, pour vous donner un peu le bon côté. 91 au Brésil, sa boîte de vitesse commence à merder et donc il perd ses rapports un par un. C'est-à-dire qu'au début il peut plus rentrer la 1, puis après il peut plus rentrer la 2, puis après il peut plus rentrer la 3. Et puis quoi encore? Ce qui fait qu'à un moment il est vraiment bloqué en 5. Interlagos en 5, c'est chiant, il gagne. Ayrton Senna se battra tellement avec le trafic, sa voiture, son embrayage, qu'il arrivera tétanisé à la fin. C'est-à-dire qu'en sortant de sa Formule 1 déjà, il ne tient plus debout. Mais c'est-à-dire que si tu n'es même plus capable de tenir debout, t'as donné quoi comme effort à l'intérieur pour que ça soit le cas? Il y a une image extrêmement belle sur le podium. Ayrton Senna n'arrive plus à soulever sa coupe. C'est-à-dire il fait. Ouais, C'est beau, les c'est muscles donné devaient être jusqu'au morts, bout. quoi. Mais 91 serait une année exceptionnelle en termes de bagarre avec Alain Prost qui était chez Ferrari. Anecdote un petit peu intéressante puisque j'ai un peu d'expérience là-dedans. Il y a une course qui se passe assez mal. Sauf que Prost se trouve vachement désavantagé par rapport à sa voiture. Sa voiture n'est pas au point, la Ferrari n'est pas au niveau de la voiture de Senna. Et donc il est un peu frustré, tellement frustré qu'à un moment, c'est incroyable. La conférence de presse, il y a rien. Il y a juste un Prost qui parle. C'est un bon gars, Prost. Ouais, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il a sur le cœur, il fâche pas. Et il dit non mais vraiment la Ferrari c'est un camion à piloter. Viré. Viré de chez viré. Sur le champ. Chez Ferrari, ils sont peut-être un poil susceptibles. Mais Ferrari a viré Alain Prost sur cette phrase. Ce qui fait que Quelle erreur de Ferrari d'avoir viré Prost comme juste par ego, quoi. Question d'ego. Imaginez Charles Leclerc qui critique Ferrari à notre époque et se virerait à cause de ça. Ça serait n'importe quoi aussi. qui ne finira même pas l'année 91 et il se prendra une année sabbatique en 92 carrément, hein, ça l'a calmé et il reviendra en 93. Ce qui fait qu'en 92, l'année d'après, Senna du coup se retrouve tout seul, c'est-à-dire qu'il a plus son Alain Prost pour se bagarrer. Et je vous rappelle qu'Ayrton Senna a 6 ans. Et donc Ayrton Senna viendra se battre dans un premier temps avec un jeune pilote pas trop connu à l'époque, Michael Schumacher. Michael Schumacher avait pour idole Ayrton Senna et donc il était très content de rouler avec Ayrton Senna. Sauf que Michael Schumacher avait un style de conduite très agressif. Ayrton Senna détestait rouler avec Michael Schumacher. Je vous rappelle que les deux ne se parlent plus. En 92, Ayrton Senna ira jusqu'à appeler personnellement Alain Prost pour lui demander de revenir parce qu'il adorait se bagarrer avec Alain Prost et qu'il trouve que les bagarres avec Michael Schumacher notamment ne sont pas à son goût. Je comprends pas ce mec. C'est beau, c'est beau. D'un côté c'est beau mais de l'autre t'as 5 ans quoi. Oui. Ce qui fait qu'en 93, Alain Prost reviendra pour un dernier titre de champion du monde où il roulera sur une Williams avec l'arrivée de l'électronique Williams et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, Alain Prost a un anti-patinage, c'est-à-dire que lui en sortie de virage il met pied dedans et c'est la voiture qui gère le patinage, ce qui fait qu'il est super efficace. La voiture d'Alain Prost a des suspensions pilotées exactement comme une Xantia Activa. L'électronique va être au centre de l'année 93, un gros débat, une grosse controverse. Il y a un avantage stratégique par rapport aux autres et si on en croit tout ce qu'ils ont fait dans le règlement, normalement on devrait l'interdire. De l'autre côté, la direction de course commence à comprendre que ça arrive sur des voitures de série et que surtout c'est l'avenir du sport automobile et de l'automobile en général. D'un côté ils veulent limiter, de l'autre ils peuvent pas vraiment parce que l'avenir de la Formule 1 passera par l'électronique. Donc ils laissent courir un petit peu ça et on a une année 93 qui est un petit peu décevante en termes de spectacle puisque les voitures équipées électroniques vont vachement plus vite et à la fin de l'année 93 il est décidé que l'électronique arrêterait d'être présente dans les voitures. C'est-à-dire qu'en 94 les voitures ne sont plus équipées d'autant d'électronique. Donc vous n'avez plus d'anti-patinage, vous n'avez plus d'ABS. Sauf que c'est le point important à retenir sur l'année 94 qui est extrêmement important et qui est la fin de notre duel. Les voitures pendant ce temps avec l'électronique ont eu le temps de beaucoup évoluer, surtout en termes de performance. En 93, vu que les mecs avaient plein de trucs contrôlés par électronique, ils ont fait des voitures giga performantes. C'est-à-dire qu'on était passé globalement de 600 à 800 chevaux en une seule année. Sauf qu'en 94 l'électronique est interdite, sans pour autant revoir les performances à la baisse. C'est-à-dire que littéralement ils sont revenus à la même situation que 92 avec 200 chevaux de plus. Ce qui fait que sincèrement, les voitures en 94 sont dangereuses. Et cette année 94 sera marquée par un drame. On est sur le Grand Prix de San Marin en Italie et Ayrton Senna est toujours aussi bon, mais Ayrton Senna s'est un peu calmé. Ayrton Senna est devenu peut-être un peu adulte, il est passé de 6 ans à 7 ans. Il est passé de 6 ans à 7 ans, quel bâtard. Et il se passe un truc, c'est qu'à San Marin, le circuit est dangereux. Il n'y a pas de dégagement, il y a des barrières en béton de partout. Et surtout, le circuit est extrêmement rapide. Et comme les voitures sont devenues bien plus performantes, les mecs tapent régulièrement du 300 km/h sur cette piste. Et ce week-end, il est marqué sous le signe de la Shkumun. Déjà aux essais, le vendredi. Rubens Barrichello, qui aura d'ailleurs une très grande carrière plus tard, lui c'était son début, s'encule dans une rambarde. Des vibreurs agressifs, très hauts, trop hauts sans doute, comme l'a démontré l'accident de Barrichello. À ce niveau, ce n'est plus un vibreur, c'est un tremplin. Oh la violence quand même. C'est un miracle qui soit vivant. Samedi, il y a un mort. C'est bon pour vous ou pas? Roland Ratzenberger, samedi, perd le contrôle de sa F1 et tape un mur de béton. Mais alors, l'expression de plein fouet, on l'a dit souvent, mais on oublie. Mais il faut bien se rappeler, plein fouet, c'est mort sur le coup. Depuis Gilles Villeneuve, en 1982, aucun pilote n'est mort en essai officiel. On pouvait même imaginer qu'en Formule 1, on n'avait plus le droit de mourir. Du coup, il y a un truc un petit peu décevant. En temps normal, quand il y a quelqu'un qui meurt comme ça, tu ne fais pas la course. Et du coup, ils ont continué la course. C'est ça qui est terrible en fait. Il n'y a pas la course si t'es connu. Sauf qu'il n'était pas très connu sur Ratzenberger. Ils se demandent si la course va passer. Et surtout, là, incroyable, c'est la première fois qu'ils voient Ayrton Senna, genre choqué. Ayrton Senna qui a un peu peur, tu vois. Il la sentait pas cette putain de course. Et il se disait, il y a un truc qui va mal se passer. Il veut faire en sorte que la course ne se passe pas, mais son écurie le force à courir parce qu'il y a des enjeux plus grands que lui. Et le dimanche se lance la course. Et Ayrton Senna n'est pas dans son assiette. Tout début, il y a un pilote qui cale sur la ligne, il y en a un autre qui vient le percuter. Et là, il y a énormément de débris de la voiture qui s'envole et qui arrive dans le public. Je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste, Johnny, et puis une autre voiture qui l'a... Quel carnage. C'est Giletto qui a calé au départ, tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus. Pedro Lamy. Celle de Pedro Lamy, tout à fait. 9 blessés et un presque mort. La course vient de commencer, il y a déjà des blessés les gars. La course s'arrête et il y a un deuxième départ qui est prononcé. Les pneus sont froids, les voitures ne sont pas optimales, personne ne sent cette course. Ayrton Senna se lance, il part en premier, Ayrton Senna bombarde et il arrive dans une énorme parabolique à gauche qui se prend à plus de 300 km/h. Michael Schumacher now, and Senna, my goodness, I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Letter in a shattered motor car. You can see the debris on the right.
Et là, à un moment, les images sont un peu dures. Quoi, les roues qui font comme s'il y avait une roue qui lâchait. Et effectivement, la colonne de direction d'Ayrton Senna casse sous la force. Elle avait été retravaillée la veille pour la mettre plus courte pour qu'il soit plus confort. La soudure était mal faite. Juste la colonne de direction casse. Ayrton Senna tape le muret à plus de 210 km/h. Pour vous donner un indice, son front a reculé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, ce qui est fou, c'est que c'est pas le muret, c'est un élément de suspension à l'avant, un triangle, qui propulsé par la force du choc est venu littéralement, je suis désolé, lui couper la tête. Sa tête littéralement a reculé. Et c'est incroyable de ce qu'a dit l'autopsie. Apparemment, son corps était immaculé. Genre, c'est incroyable qu'à 200 dans un mur en béton, il avait rien. Et que si cette pièce était passée 10 cm au-dessus, il serait sorti tranquille. Troisième départ est quand même donné. Michael Schumacher, dont on va parler juste après, quand même gagne cette course. Tout est philosophique dans cette course. Michael Schumacher a toujours eu la volonté de venir en F1, puisqu'Ayrton Senna était son idole. Et il gagne le Grand Prix où Ayrton Senna nous quitte. Autre anecdote philosophique, lorsqu'ils extraient sa voiture et lorsqu'ils ouvrent, ils trouvent au fond du cockpit le drapeau autrichien pour donner l'hommage à son pote qui était parti juste avant. Et il est parti d'une très belle façon. Le front un peu enculé. Ah, franchement, il se moque, mais c'est pas cool de se moquer, là. Pff. Respecte sa famille. Respecte ses fans, Sylvain, enfin. Pardon. Alors, Michael Schumacher, c'est quand même pendant très longtemps et seulement dépassé par Lewis Hamilton. Donc Michael Schumacher, pilote allemand, vient d'un milieu très modeste et globalement il a donné toute sa vie pour le sport automobile. Il a été motivé par Ayrton Senna pour venir en Formule 1. Schumacher, connu pour son style très agressif, connu pour ses pétages de câbles. Schumacher est le seul pilote. Ils ont pas parlé de Jazz 97, ça c'est un peu dommage. Il vient, il t'encule. C'est quand même un gros moment de la carrière de Schumacher. Hein. Alors on est en train de les séparer. Il s'est pris plein de pénalités pour ça, mais visiblement il comprenait pas. Schumacher qu'on appellera le Baron Rouge, puisque dans ces années incroyables que vous connaissez forcément, de 2000 à 2004, pendant 5 ans, Schumacher gagnera inlassablement tous les grands prix. Quand tu cumules la meilleure voiture et le meilleur pilote, bah forcément tu gagnes en fait. Pendant 5 ans d'affilée, quasiment toutes les courses. En Belgique, en 95, le mec par 16ème gagne. Ça c'est du Schumacher. Autre exemple de sa performance, Hongrie en 98. Il était déjà chez Ferrari, mais Ferrari n'était pas très performante par rapport à McLaren. Il se rend compte que McLaren va être plus performante. Sauf qu'il a un avantage, c'est que Schumacher il est extrêmement bon en performance pure et que la Ferrari est pas mauvaise en performance pure. Et ils arrivent dans le micro en lui disant, Michael, si à partir de maintenant tu fais que des temps de qualif et qu'on te change tes pneus 3 fois, il y a moyen que ça rentre. Et Schumacher dit banco. Pendant une course complète, il va faire des temps de qualification, voire meilleurs qu'en qualif. En course, c'est du jamais vu. En course, tu fais toujours des moins bons temps déjà parce que tu as plus de carburant. Tu dois gérer la course, tu dois gérer le trafic, Schumacher le fait et il gagne avec une moins bonne voiture. C'est pour vous donner à peu près le niveau du bonhomme, c'est-à-dire qu'il l'a pas loupé quand même sa place de champion du monde. Non, lui il a pas volé. Malaisie en 99, j'adore la Malaisie, la contrée du malaise. Hein. En 99, il se pète une jambe à titre perso. Ça arrive, de se péter une jambe. Et en plus, Alors, en Malaisie, il se pète une jambe, mais c'est texto ce qu'il a dit, hein, c'est faux. C'est Silverstone 99 qui se pète une jambe. Malaisie en 99, j'adore la Malaisie, la contrée du malaise. Hein. En 99, il se pète une jambe à titre perso. Ça arrive, de se péter une jambe. Et en plus, il est Malaisie en 99, j'adore la Malaisie, la contrée du malaise. Hein. En 99, il se pète une jambe Ah non, en 99, il se pète une jambe, ok. à titre perso. Ça arrive, de se péter une jambe. Et en plus, il était dans une série de courses où il était pas bien. Et donc, il revient en course et les gens se disent oui, Schumacher. Il revient en Malaisie, Premier tour ok. qualif, Ouais. une seconde aux autres J'ai rien personnes. dit. Il avait une jambe cassée, elle était même pas remise, il avait une attelle et tout. Schumacher sera connu pour ses performances exceptionnelles. Schumacher sera connu pour cette suprématie avec Ferrari, c'est exceptionnel. La fois où il y a des fans à Monza, genre il se la donne vraiment entre les gens. Et du coup, il est à la fois en train de célébrer parce qu'il a gagné, et à la fois en train de dégager les gens. Ouais, mais ça c'est super dangereux quoi. Ils sont inconscients. Je parlais tout à l'heure de Lewis Hamilton, je fais quand même un tout petit arrêt dessus, même si on n'a plus trop le temps. Mais encore une fois, désolé, il y a trop de trucs qu'on peut pas passer sur tout. Fin des années 2000, arrivée d'un nouveau pilote très prometteur, Lewis Hamilton, qui est à ce jour ex-aequo recordman du championnat du monde avec Schumacher, parce qu'il a 7 titres aussi, pardon. Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la 7ème fois de sa carrière. Et qui est le seul pilote à avoir dépassé Schumacher en termes de victoire, en termes de pole position. Lewis Hamilton a beaucoup été rabaissé pendant longtemps en disant qu'il avait une très bonne voiture. Quel cas, faut quand même l'emmener la bonne voiture. Maintenant, sans oublier que statistiquement, c'est le meilleur pilote de l'histoire. Et il est là, hein. On regarde le meilleur pilote de l'histoire, c'est quand même cool. Et Lewis Hamilton, alors pareil, des controverses, pas toujours agréable le garçon, mais bref, Lewis Hamilton qui est quand même un grand pilote. Alors ça va sur la fin, mais du coup ça me fera accélérer. Beaucoup moins de controverses que Michael Schumacher en Lewis quand même. Hein. Et que Senna. L'année où Lewis Hamilton a commencé à rentrer, effectivement, ça correspond aux années où j'ai vraiment arrêté de suivre, puisque à partir des années 2010, le règlement s'est vachement lissé, vachement normé. Il y a eu beaucoup moins de dépassements, c'est-à-dire que les dépassements étaient bien moins mis en avant, et résultat, les courses étaient assez lisses. En gros, pendant toutes les années où Hamilton a gagné pendant longtemps, si t'avais la pole, t'avais gagné la course, ce qui est nul. En termes de compétition, c'est super chiant. Mais ce qui fait que Ouais, c'est un peu réducteur aussi ça. Après, il élude aussi la période de Vettel. Hein. 2010 du coup, le moment où il a arrêté apparemment. En 2010, je suis pas trop d'accord, hein. Quand t'avais la pole, t'avais pas forcément gagné la course, c'est surtout les voitures qui étaient très performantes, même la Mercedes de 2014, 2015, 2016 était intouchable. tout le monde a un petit peu abandonné. Mais Netflix, F1, Drive to Survive, la Formule 1 a connu un énorme regain de popularité ces derniers temps, puisque avant 2020, globalement, la F1 est un sport considéré comme chiant. La F1 était considéré comme un sport de vieux cons. Et c'était vrai. Les performances étaient tellement lissées qu'on oubliait que la F1 c'était quand même un sport exceptionnel. En termes de com, ils étaient nuls. Il n'y avait rien, les mêmes personnes gagnaient. Osef. Donc on vous recommande vraiment pour le coup, même si, pour être honnête, beaucoup s'en plaignent en disant oui, ils se torchent le cul avec l'histoire. Pour être honnête, ils se torchent le cul avec l'histoire. Oui, c'est un peu romancé, ouais, mais bon, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Et du coup, on va essayer de faire comme Netflix, de vous donner un petit peu envie grâce à ces extraits vidéo. Quels extraits bien choisis d'ailleurs. Romain Grosjean, son casque a brûlé. Il a surtout pu sortir par l'avant de la voiture. Il était encore mieux placé qu'hier. Il est à l'intérieur. Et boum. Et Hamilton et Verstappen côte à côte. Il ne passe pas, il passe. Ils sont là sur l'eau. Les voyeurs. J'ai cru qu'il voulait l'envoyer en piste tel quel. Non, non. Les meilleurs extraits quoi. Putain, Fattori La direction de course autorise ça. qui répare avec le scotch. C'est du NASCAR, c'est du NASCAR, Julien. Vous parlez de bande de tonnerre. Pour reprendre la voiture. En 94, Jos Verstappen. À l'époque, il y avait des ravitaillements en essence sur les voitures, c'est-à-dire que tu partais avec pas trop d'essence. Alors là, je comprends pas trop parce que on passe de la F1 moderne, on revient en 94 avec Jos Verstappen quoi. Ok. C'est du NASCAR, Julien. Vous parlez de bande de tonnerre. Pour reprendre la voiture. En 94, Jos Verstappen.
Jos Verstappen. En plus, c'est même pas la photo de 94, c'est la photo de ces dernières saisons, je pense. À l'époque, il y Chez avait des Minardi. règlements en essence sur les voitures, c'est-à-dire que tu partais avec pas trop d'essence, donc il fallait remettre de l'essence. Aujourd'hui, c'était interdit pour une simple et bonne raison. Ça. Oh là, il y a un problème avec l'essence. La voiture prend feu, c'est terrible. Ah oui, mon Dieu, Alors, les ravitaillements, ils ont pas été interdits forcément à cause de cet accident-là. Hein. Bon, les ravitaillements, ils sont finis depuis belle lurette quand même, depuis 2010, je crois, de mémoire. Les extincteurs rentrent. Voilà, Verstappen est là. Il bouge, il sort de sa voiture. C'est pour cette raison qu'il n'y a plus de ravitaillement en carburant. En 93, au Grand Prix d'Europe, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'imitation dans les stands. Et donc Ayrton Senna trouve qu'il faut changer ses pneus. Donc il rentre au stand, sauf que son équipe n'est pas prête parce qu'il l'attendait pas. Et du coup, il pouvait pas le prévenir, il a pas de fetching, il joue en tête, il rentre. De loin, il voit que son équipe n'est pas du tout prête, il n'y a pas les pneus. Il remet gaz, début de la ligne des stands. Et donc il y a une réelle image d'Ayrton Senna qui passe dans les stands en faisant. Dans les stands, ok? Nick Heidfeld, il y a une safety car sur le bord de la piste. Le mec d'un safety car ne regarde pas, il ouvre la porte, il y a une Formule 1, Nick Heidfeld qui rafle une safety car. Point. Image impressionnante, peut-être l'une des plus connues en 2010, Sébastien Buemi en Chine. Il arrive sur la bout de ligne droite à 300 km. Ah oui, Donc, ça un aussi. réglage très contraignant sur l'avant, c'est-à-dire que l'avant subit beaucoup de contraintes aérodynamiques. Il arrive en bout de ligne droite. Incroyable. C'était en Il y a essai tellement de libre. contraintes sur l'avant qu'au moment où il tape les freins, l'avant surcharge et les roues s'envolent. T'as Buemi fait. Il a plus de roues avant. L'image est incroyable. Oh Vettel, qu'est-ce qui me fait rire Vettel, exceptionnel. Je sais pas si tu as vu dernièrement moment où on tourne ça. Vettel vient de faire son truc avec le scooter. C'est-à-dire il tombe en panne, il rentre en scooter. Et l'image elle est incroyable. Oui, sans les mains, bien sûr, on attend le winning maintenant. Sébastien Vettel. Il va falloir le rendre à un moment donné ce scooter. Pas mal. Il s'est pris une pénalité en plus, c'est nul. Franchement, ils ont pas d'humour. Il est trop cool Vettel dans son scooter, ça fait de mal à personne. Et ben il l'avait déjà fait en 2017, hein, on a tendance à oublier, en Malaisie. Et il s'était fait ramener sur une F1. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un autre pilote qui s'est arrêté avec une F1 et il est monté Oh, bah ça c'est pareil, hein, c'est pas nouveau. Il y a eu déjà des cas de ça bien avant Vettel, hein, pour le coup. sur le ponton de la F1, il se fait ramener comme ça. L'image est trop bien. C'est Mais pas Vettel, nouveau. il a l'air bon délire en vrai. Tour exceptionnel en 2020, c'est très récent. Hamilton qui du coup crève, son pneu explose et donc il finit vraiment le dernier tour avec un Verstappen qui arrive comme une balle derrière, avec un pneu pulvérisé. Et Hamilton trouve quand même le moyen de rouler à plus de 100 km en moyenne avec un pneu, mais pas crevé, avec un pneu mort, hein, sur la jante, et de gagner quand même. Hamilton qui a crevé. C'est incroyable ce qui se passe à Silverstone. Maintenant, tout se joue sur un demi-tour de circuit. Verstappen est au courant maintenant. La chance sourit à Lewis Hamilton aujourd'hui. Il passe la ligne. La victoire de Lewis Hamilton. En termes de performance, plutôt classe. Merci à vous peut-être d'avoir regardé, pas de partie. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube surtout. Si vous êtes encore là, c'est très important. Voilà, bon, bah écoutez, globalement c'était pas mal, mais il y a quand même eu pas mal d'imprécisions, j'ai trouvé. Le monteur aussi qui nous sort des images pas en adéquation forcément avec ce qu'ils disent. J'ai trouvé, ouais, niveau qualitatif, c'était pas leur meilleur Vultec. Hein. Surtout pour un sport qui est la Formule 1, qui aurait dû être travaillé peut-être un peu mieux que ça. Bon, après, c'est facile à dire, hein, de critiquer, mais bon. En tant que moi, fan de F1, je me suis senti un peu choqué par certains propos, comme les courses de 24 heures de F1 dans les années 50, là, c'est vraiment trop ça. Quelle erreur, quoi, quelle erreur. Bon, vous en avez pensé quoi de leur Vultec? Dites-moi en commentaire.